Un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le recrutement, puisque quand on parle de direction des ressources humaines, on a ce fameux rôle aussi, parmi tant d'autres, de savoir recruter les talents et comment les gérer par la suite. Donc c'est Charles Chantala d'Indeed qui va nous rejoindre sur ce sujet. Merci beaucoup. Déjà, en quelques mots, l'activité d'Indeed. Un moteur de recherche d'emploi. Voilà, c'est très simple. Alors, sur ce sujet, on parle beaucoup de guerre des talents. Hein. De toute façon, on parle de guerre des intelligences, de guerre des talents. C'est la guerre partout en France, manifestement. Mais bon, passons. Donc, sur la guerre des talents, moi, je dirais plutôt, c'est surtout, avant que ce soit une guerre des talents, c'est une guerre de l'attention. Et en tant que marque employeur, aujourd'hui, comment tu fais pour aller chercher de l'attention? Alors, tu as une analogie que j'aime beaucoup, que tu fais avec un autre secteur, qui est finalement la publicité et le marketing, qui sont des rôles qui ont évolué depuis des années. Comment tu vas aborder ce point aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est un des axes que je souhaitais évoquer avec vous, puisqu'on parle de passer au RH 3.0. Et la vraie question, c'est de savoir si le recrutement 3.0 appartiendra à la direction des ressources humaines. Donc c'est un peu la question, c'est l'angle d'attaque. C'est une question, moi, qui me taraude, puisque une des directions vers lesquelles tendent les recruteurs, c'est effectivement de ressembler beaucoup à des marketeurs. Donc c'est un des points que je vais aborder aujourd'hui. Bah, du coup, je te laisse nous dérouler la présentation. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je m'appelle Charles, merci, je suis ravi d'être ici. Et comme je vous l'ai dit, le point de départ de ma presse, quand j'entends parler de RH 3.0, voilà, c'est de savoir si mon cœur de métier, à savoir le recrutement, qui est une des fonctions RH à date, appartiendra toujours aux ressources humaines dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Je pars bien sûr de Je me pose beaucoup cette question parce que, vous l'avez compris, mon entreprise est spécialisée dans le recrutement, donc dans cette branche-là. Et puis, ce que je constate auprès de un grand nombre de nos clients qu'on va rencontrer, donc les directions du recrutement, c'est qu'ils sont tiraillés. Alors, ils sont tiraillés de différentes manières, mais pour faire simple, j'ai retenu 3 grands axes qui laissent à penser que cette fonction de recruteur et que la direction du recrutement va devoir évoluer de manière drastique dans les 10 années qui viennent. On voit qu'il y a certains éléments qui sont déjà en mouvement. Et les 3 grands axes, ça va être des similitudes de plus en plus fréquentes entre les recruteurs et les professionnels du marketing. C'est ce que Caroline a évoqué. 2, une tendance généralisée à devoir tellement mesurer la moindre chose que je fais que petit à petit, en tant que recruteur, je dois commencer à avoir presque une casquette de DAF, parce qu'on commence à avoir des tableaux de reporting en recrutement qui sont dignes d'une direction financière. Et puis 3, quelque chose qui touche tous les autres départements d'une entreprise, l'automatisation, qui commence à venir empiéter sur certaines de mes fonctions de recruteur, et notamment, surtout le début du process de recrutement. Donc je dois réfléchir comme un marketeur, je dois rendre des comptes comme un DAF auprès de ma direction, et en plus j'ai de bonnes raisons de m'inquiéter sur le fait qu'une partie de mon job va être automatisée. Pas facile d'être un recruteur en 2019, et il y a assez peu de raisons d'imaginer que ça va changer. Alors, pour illustrer ça, je vais commencer par l'aspect marketing, je pense qu'il est le plus visible et le plus évident. Vous me direz ensuite si c'est quelque chose qui vous parle. Le premier point que je note, en tout cas qui me fait penser à des similitudes entre le marketing et le recrutement, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à il y a 5 ou 10 ans, et qui, dans beaucoup de cas, n'existe encore aujourd'hui que dans des conférences, mais qui, en réalité, n'est pas appliqué sur le terrain. C'est l'approche holistique. Je m'explique. Voilà comment je résumerais de manière très basique, disons, la stratégie d'un marketeur qui a l'intention de vous faire acheter quelque chose. Donc ça, c'est du marketing consommateur, hein, c'est du vrai marketing traditionnel. McDo, Burger King, prenez n'importe quelle chaîne de fast-food, pour essayer de vous faire acheter un burger, ils ne se contentent pas simplement de vous donner un bon d'achat en espérant que vous allez rentrer par hasard dans leur magasin. En général, avant de passer devant le magasin, vous avez été matraqué et vous connaissez déjà très bien cette marque. Il y a une awareness, donc il y a une conscience de l'existence de cette marque, et aussi une image, un a priori positif ou négatif qui a été créé. Deuxième point, après avoir fait de la télé, du matraquage de cette manière-là, de la télé, de l'affichage, ou en tout cas avoir au moins créé cette conscience, ils ont essayé de créer du lien avec vous. Alors ce lien, il peut être émotionnel, notamment par le biais des messages qu'ils essayent de faire passer, et puis surtout, depuis quelques années, les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'ils ont explosé? Je ne parle pas du côté des utilisateurs, mais pourquoi ce sont des outils qui ont été adoptés aussi massivement par les marketeurs? C'est parce qu'ils permettent de créer ce lien. Donc là, on n'est plus dans le message à sens unique, mais potentiellement, je peux mener des actions où le consommateur va interagir avec ma marque avant d'être confronté à la décision d'achat, oui ou non.
Tout ça pour nous amener au point final, en théorie le point final, à savoir le moment où il va falloir décider de passer à l'achat. Donc là, sur un site de e-commerce, c'est le panier, j'arrive au checkout, ou alors dans le cadre d'une consommation plus traditionnelle, je passe devant la boutique ou je suis dans le magasin, est-ce que j'achète, oui ou non? Donc là, il y a d'autres outils qui sont utilisés. Donc les Américains appellent ça le buy, buy, buy. Là, il faut que je réussisse à juste vous faire passer par-dessus la ligne, déclencher cet acte d'achat, et j'ai réussi. Et vous constaterez qu'il y a un sacré boulot en amont. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que recruteurs, historiquement? Ça. Donc voilà le gros paradoxe, c'est qu'on sait qu'en général une décision pourtant beaucoup plus lourde de sens que l'achat d'un hamburger, je pense que vous en conviendrez, à savoir changer de job, on espère simplement que les candidats vont nous choisir en nous contentant de mettre l'hameçon final, à savoir l'offre d'emploi. Et c'est vrai qu'historiquement, les stratégies de recrutement se limitaient à ça. Et c'est là où on a vu énormément de changements et qu'on commence à avoir des similitudes avec le marketing, puisque progressivement ces dernières années, on voit bien que les recruteurs, et notamment les recruteurs les plus avisés, ont pris conscience de cette difficulté, ont mesuré l'impact de se contenter simplement de la fin du tunnel de conversion. L'impact est simple, c'est que le taux de conversion, c'est-à-dire les chances qu'une personne candidate à mon job, est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que je n'ai rien fait pour me différencier avant. Donc on remonte progressivement cette pyramide. Pourquoi est-ce que les entreprises passent de plus en plus de temps à soigner leur page d'entreprise sur différents sites, à peaufiner leur site carrière, à, lors de salons, travailler sur leur image et surtout l'interaction entre les candidats potentiels et leur marque? C'est pour créer de l'engagement. Et enfin, on commence à voir apparaître, ça ne vous aura pas échappé, dans la rue, à la télé maintenant, alors bien sûr, les entreprises ayant les plus gros budgets, mais on voit qu'il y a d'autres manières d'ailleurs de faire de la notoriété, pas simplement des outils extrêmement onéreux comme des spots publicitaires. On commence à voir des actions de recrutement qui n'ont que pour but de créer un début de notoriété et qui sont le début du funnel. Donc ça, c'est une première grande similitude, c'est qu'enfin, le recrutement commence à avoir une approche holistique qui consiste à dire je ne vais pas juste me contenter de la fin de l'opération et espérer que les gens cliquent sur mon annonce et candidatent. Je vais tout mettre en place pour que lorsqu'ils en arriveront là, ils ont beaucoup plus de chances de candidater. L'autre similitude avec le marketing, c'est les modes d'achat. Le mode d'achat en recrutement, historiquement, il est assez simple. Je paye pour être présent quelque part. Donc je paye pour mettre mon offre d'emploi dans un journal ou sur un site d'emploi traditionnel. Classique. Alors ça, c'est là encore, je vais utiliser une expression américaine, mais que j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre de phrase assez imagée que la langue française a un petit peu moins. Mais ce modèle-là, il est appelé post and pray en anglais. Donc juste, je poste mon annonce, je paye un montant fixe, et puis j'ai plus qu'à espérer qu'il y ait des retours. Évidemment, ça a ses limites d'un point de vue à la fois de rentabilité, ça ne permet pas du tout d'adapter sa stratégie. On a vu une certaine amélioration, puisque depuis déjà un bon petit moment, il y a beaucoup de sites, et pas que Indeed, il y en a beaucoup d'autres qui proposent des modèles au coût par 1000, c'est-à-dire au moins je vais payer pour le nombre d'affichages de mon offre d'emploi, ce qui est déjà un petit peu mieux. J'ai éliminé une part de l'incertitude au moins. Le prix commence à être corrélé à ce que j'obtiens. On a vu une innovation encore supplémentaire, là pour le coup c'était plutôt Indeed qui était innovant mais qui consistait à dire non, ne payez que lorsque quelqu'un clique sur votre annonce. Au moins vous éliminez 95% des cas de figure où l'affichage a été fait auprès de quelqu'un qui de toute façon n'avait pas d'intention de candidater. La suite logique, ce serait de payer au CV. Et là, on a les premiers tests qui commencent à apparaître. Encore une fois, pas que chez Indeed, mais les premiers produits permettant de vous dire on va encore éliminer une part d'incertitude pour vous, recruteurs, marketeurs, en vous proposant de ne payer que lorsque non seulement quelqu'un a consulté votre annonce, mais en plus a véritablement candidaté. Et si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, le saint graal du recrutement, ce serait de vous dire écoutez, laissez-nous prendre en charge toute la partie difficile, à savoir de trouver un candidat véritablement intéressé par votre offre, et ne payer que lorsque cette personne a été recrutée. Alors ça, c'est le modèle typiquement d'un cabinet de recrutement, et on voit bien qu'automatiser cela, ça va être un chantier qui pourrait mettre potentiellement 10 ans, 15 ans, 20 ans, et quoi qu'il en soit, les cabinets de recrutement ne disparaîtront jamais, puisque
je ne crois absolument pas à la capacité, disons, à une machine de faire l'intégralité du process de sélection. Mais il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose que sont en train de creuser de nombreuses startups. On a vu beaucoup de boîtes qui se sont créées sur ce modèle dans les 2-3 dernières années. Indeed y travaille également. Et en tout cas, dans le mode d'achat, ce serait logique de se rapprocher de l'objectif final. Et enfin, dernière similitude avec le marketing, les outils à disposition. On voit qu'ils ne ressemblent plus du tout à ce qu'on avait à l'époque. Déjà, les recruteurs commencent de plus en plus souvent leurs actions, ou en tout cas leur prise de décision, en se basant sur des analyses de tendances de l'emploi, sur la base de ratios, par exemple, entre le nombre de candidats disponibles et d'offres disponibles dans un marché, un bassin d'emploi spécifique. On est aujourd'hui capable de prendre nos décisions sur la base du nombre de postes et de candidats disponibles en Rhône-Alpes pour des jobs d'ingénieurs. On va adapter nos prises de décision en fonction de cela. Et les outils, on voit bien qu'il commence à y avoir des similitudes énormes entre un site de e-commerce et un site carrière. Évidemment, les problématiques sont exactement les mêmes, à savoir quel est mon taux d'abandon au milieu de ce funnel. Il faut commencer à se poser les mêmes questions. On n'arrivera jamais évidemment à ce niveau d'expertise, mais on peut tous apprendre au moins de ce qui a été fait depuis 15 ans dans le e-commerce. Si on appliquait ne serait-ce que 5% de ce qu'un Amazon arrive à appliquer dans sa capacité à ne pas faire abandonner les gens en cours de route pour les amener jusqu'au bout, le nombre de recrutements, surtout le coût de nos recrutements, baisserait de manière drastique. Et les termes qu'on emploie commencent à ressembler beaucoup à des termes de marketeurs dans beaucoup de domaines. Alors chez nous, des leads, ça va plutôt être des débuts de candidature ou même des candidatures effectuées. Le screening peut commencer à être automatisé en partie, donc comme par le biais d'un scoring prédictif. Nos outils de gestion de candidature commencent à ressembler assez fortement à des CRM. Et enfin, on a des outils d'analyse de performance qui commencent à ressembler à des outils de marketeurs. Donc beaucoup de similitudes entre le job du recruteur de demain et le job du marketing. Que ce soit dans mon tunnel de conversion, que ce soit dans les outils que j'utilise. Et comme je vous le disais, deuxième énorme, c'est pas du tout une nouveauté pour certains recruteurs, mais en tout cas, une source d'angoisse, en tout cas, qu'on peut percevoir dans certains cas quand on parle à des recruteurs, c'est que maintenant, ça y est, on est tous sous une forte pression de la direction de rendre des comptes sur la performance véritable, notamment d'un point de vue financier, des actions qu'on leur mesure. Et de ce point de vue-là, si je devais récapituler, il y a 3 grandes priorités qui vont être de mesurer la perf de mes actions, de mesurer la perf de mes actions, de mesurer la perf de mes actions, alors qu'on ne le faisait jamais. En tout cas, dans beaucoup de cas, les tableaux, disons, qui servaient de suivi, se contentaient de nous dire quels étaient le nombre de CV qu'on avait pu recevoir, idéalement venant de telle ou telle source. Mais c'est vrai que les KPI mis en place, les outils de mesure mis en place, étaient assez légers. Ça, c'est l'autre point qui est en train énormément de changer, c'est qu'on voit de plus en plus de reporting et d'aspects financiers entrer dans la fonction RH. Donc, heureusement, il y a des outils qui vont permettre de l'automatiser, de nous aider à ça. Mais c'est vrai que c'est fini de simplement prendre la décision de dire je vais utiliser tel ou tel outil parce que ça me semble être l'outil le plus pertinent. Dans presque tous les cas, on va devoir rendre des comptes à notre direction générale sur, a posteriori, la question de savoir si c'était la bonne décision à prendre et si oui ou non je dois altérer, changer les outils que je vais utiliser. Voilà quelques exemples des indicateurs de performance qui sont les plus fréquemment utilisés et que, en tout cas, à titre personnel, je conseille toujours d'utiliser. Ce sont des questions typiquement que je pose lors de presque tous mes rendez-vous à des directeurs du recrutement ou directrices du recrutement. Est-ce que vous connaissez, votre coût par lead? Alors je fais exprès d'utiliser le terme de marketing, mais donc en l'occurrence, ça peut être le coût par CV, comme ça peut être le coût par CV reçu en entretien. Le taux de conversion, tout bêtement, entre le nombre de personnes que j'ai ramenées vers votre site carrière et le nombre de personnes qui ont candidaté à la fin, quel est-il? Pourquoi? Parce que ça, ce chiffre-là, il est super important. Il ne nous indique pas nécessairement que ce sont vos offres d'emploi qui posent problème ou qu'il y a un problème d'attractivité. Encore une fois, parfois, c'est juste bêtement, le site carrière est conçu d'une manière tellement peu pratique pour le candidat qu'il ne va pas au bout. Alors qu'on avait fait tout le nécessaire, vous utilisez les bonnes sources de CV, vous avez des offres qui sont pertinentes et utiles pour ces candidats, et pourtant, vous en perdez une partie en route. Le coût par embauche par source et la durée du recrutement.
La durée moyenne d'ouverture d'un poste. Ça, c'est quelque chose, nous, qu'on aime bien suivre chez Indeed, qui est assez révélateur. Comme on est un moteur de recherche et qu'on aspire toutes les offres d'emploi d'un marché, on a une bonne vision, finalement, de combien de temps, en moyenne, un poste reste en ligne. Bien sûr, il y a des écarts colossaux d'une typologie de poste à un autre. Les postes les plus pénuriques ont tendance à rester en ligne 45, 50, 55 jours. Une simple fluctuation de 1 jour ou 2 de cette durée moyenne de mise en ligne d'un poste, c'est révélateur d'une très nette amélioration de nos process. Et surtout, ça c'est quelque chose qui, le jour où les DAF commencent à vraiment mettre leur nez dans notre travail de recruteur, a des conséquences absolument colossales sur la performance d'une entreprise. Des postes qui restent vacants, ne serait-ce que 3 jours de plus, d'une entreprise à l'autre, ça a un impact énorme sur les performances de cette société. Donc je dois penser comme un marketeur, je dois rendre des comptes comme auprès du DAF, et en plus on est en train de me dire que toute une partie de mon job va être automatisée, comme je vous le disais. Quelle place il reste pour ce recruteur 3.0 ? Alors je voulais préciser d'abord ce que j'entendais par une partie de mon job va être automatisée. C'est là où j'arrive aux bonnes nouvelles, je vous rassure. Mon opinion, en tout cas, et celle d'Indeed, c'est que la partie du job de recruteur qui va être automatisée reste, à date en tout cas, tout le début du process de recrutement. On l'a vu, on commence à tendre vers des modèles d'achat, notamment de CV, plutôt que de simplement acheter un affichage ou acheter des clics ou acheter des CV, qui vont tendre à vous fournir clé en main, sans doute, un volume de CV qui sera peut-être moins important que ce que vous aviez avant, mais qui ont l'avantage d'avoir été présélectionnés. Petit à petit, ce qu'on peut imaginer, c'est que d'ici une dizaine d'années, un recruteur recevra moins de CV, puisqu'on aura pu automatiser tout le départ, et ça c'est un fait, c'est quelque chose qui est déjà engagé. Indeed est aujourd'hui déjà en mesure de scorer un candidat, et donc volontairement, aujourd'hui on ne les filtre pas, parce que d'un point on estime que ce n'est pas le rôle d'Indeed de filtrer les candidatures qui ont eu lieu sur votre job, mais de fait nous sommes déjà capables de scorer ces candidats pour savoir ceux que vous avez le plus de chances de recruter. Donc il n'est pas du tout, c'est pas du tout de la science-fiction d'imaginer qu'à terme, Indeed ou d'autres sites d'emploi ne vous renverront que des candidats tout à fait pertinent pour votre job, et ça vous laissera avec la partie la plus, selon moi, intéressante, et celle sur laquelle nous avons la vraie grande valeur ajoutée, à savoir la sélection des candidats sur des critères que la machine ne peut toujours pas scorer. Or, très clairement, tous les éléments qu'on score à date et qu'on est capable d'utiliser comme des critères prédictifs de la chance d'un candidat d'être recruté par vous sont beaucoup orientés autour des hard skills et autour de leurs expériences professionnelles passées. Donc ça répond en partie à ma question initiale. Mon point de vue, c'est que oui, bien sûr, le recruteur, même en version 3.0, même lorsqu'il passera la moitié de son temps à réfléchir comme un marketeur et à rendre des comptes comme un DAF, bien sûr appartiendra toujours à la fonction RH, peut-être plus encore qu'avant. Puisque justement, il y a de très bonnes chances d'imaginer, très fortes chances qu'il consacre une plus grande partie de son temps sur les aspects véritablement humains. Donc, ça ne vous aura pas échappé. Voilà. À date, on appelle ça toujours les ressources humaines, mais on voit bien qu'il y a une énorme partie du temps d'un recruteur qui n'est plus consacré à ces aspects humains. Donc je suis tout à fait optimiste, disons, dans l'avenir de ce job qui, pour moi, va devenir passionnant. Ça nécessite quelques choses qui sont, déjà, que tous, on se forme à des outils auxquels on n'a pas nécessairement été formé lorsqu'on a démarré dans le monde du recrutement. Ça veut dire effectivement d'être un petit peu plus orienté data, donc là aussi c'est un changement d'état d'esprit et ça nécessite d'accompagner tous nos recruteurs pour qu'ils soient à l'aise de ce point de vue-là. Mais à terme, véritablement, ce recruteur devrait pouvoir, une fois qu'il a mis en place tous ces outils, se reconcentrer sur le cœur de son métier, qui est d'établir si oui ou non ce candidat a de bonnes chances de s'intégrer dans cette entreprise, a une chance de développer une passion pour le cœur de métier. On revient aux questions d'engagement, et ces choses-là, les machines ne peuvent pas le faire, ou en tout cas ne pourront pas le faire dans les 10 ou 15 prochaines années. Voilà pour mon point de vue, en tout cas, sur l'évolution de cette fonction. Et je laisse Caroline reprendre la main. Charles. Alors d'autant plus, moi, que ça me parle bien, j'ai quand même passé 15 ans dans le marketing, donc du coup, là, le coup parlé, je suis très à l'aise. Est-ce que vous avez des
remarques sur le sujet du recrutement version dataisée, automatisée? Ouais. J'ai une question par rapport aux data, justement, quid des biais? Et puis une autre. Vous croyez encore au CV? Alors, les biais expliquent justement pourquoi je ne crois pas à court ou moyen terme à l'automatisation de l'intégralité du processus de recrutement. Donc c'est bien, ça fait une transition effectivement vers un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres forums, même si là il n'y avait pas trop le temps de l'aborder parce que c'est un sujet vaste. À date, si on ouvre les vannes, et je prendrai l'exemple d'Indeed, si je prends l'exemple de tous notre outil, disons, nos algos de machine learning, si on les laisse en toute liberté présélectionner les candidats, effectivement, dès la semaine prochaine, vous ne recevrez plus que des candidats masculins et d'origine indienne pour les postes d'ingénieurs. C'est un fait. Tous les postes sont pourris par le biais qui est d'origine humaine, qui est simplement la perpétuation d'une tradition historique qui est que pour tel ou tel type de poste, on a plutôt des hommes, on a plutôt des femmes, on a plutôt tel ou tel. La machine les regarde de manière bête et neutre, elle fait qu'elle les accentuer. Et comme on a un système récursif qui rentre en boucle, qui s'accélère, effectivement, ce serait une catastrophe à date de laisser les algos déterminer quel est le meilleur CV, parce que nous n'avons pas de moyens de nettoyer en quelque sorte ces algos, les datas qu'on va fournir à ces algos pour les priver de ces biais. Donc, pour moi, c'est la plus grande menace qui existe, et je suis le premier à mettre en garde, effectivement, lorsque j'entends parler de tel ou tel start-up qui dit on va automatiser notre outil de machine learning est capable de faire un scoring prédictif qui dit que tel candidat est plus pertinent qu'un autre. Alors déjà, les deux questions finalement critiques à se poser quand vous êtes confronté à ça, c'est est-ce que, ils ont accès aux data qui permettent de faire ça pour de vrai? Et même si c'était le cas, comme on a la chance de le faire chez Indeed, est-ce qu'ils devraient le faire? On a décidé, nous, que non, puisque à date, d'un point de vue éthique, ce serait catastrophique et ça aurait des résultats très mauvais. Exactement comme les IA, l'IA de Microsoft lâchée sur Twitter pendant 24 heures et qui, du fait de ses interactions avec les humains, est devenue antisémite et raciste et misogyne en l'espace de 6 heures. Donc, je suis très inquiet au sujet de ces biais et pour moi, c'est pour ça que le recrutement ne doit pas être automatisé à court terme. Et votre deuxième question, pardon, portait sur... Et est-ce que je crois encore au CV? Oui, alors oui, est-ce que j'y crois? Bon, c'est pas tant une question de croyance, ou en tout cas, j'ai pas de position religieuse là-dessus. De fait, je ne vois pas exactement comment on peut s'en affranchir à date, donc je l'accepte comme un fait. Pour autant, le CV, effectivement, est un de ces outils de déterminisme. C'est-à-dire que si on pousse ce raisonnement des algos qui ont tendance à nous enfermer dans ce que je faisais dans le passé, le CV est le pire outil pour ça, puisque la voie que vous aurez choisie en troisième ou lors de votre CAP ou lors de votre master, la machine va continuer à vous proposer des éléments qui sont en ligne avec ce que vous avez choisi au tout début de votre carrière. Et donc, normalement, vous irez jusqu'à 65 ans en ne travaillant que dans ce domaine-là, puisque le CV, par définition, est basé sur votre expérience passée. Donc, clairement, à titre personnel, ce n'est pas que je n'y crois pas. Simplement, tous ces outils qui vont commencer à améliorer les processus de recrutement, ou en tout cas qui pourraient décharger les recruteurs d'une partie du boulot de sourcing, en tout cas, le début du sourcing, seront toujours plus... juste, j'estime, et plus proche de la volonté et moins déterministe s'ils sont basés sur le comportement actuel du candidat. C'est pour ça que je suis plus à l'aise de travailler pour Indeed que pour d'autres outils, puisque quasiment tout ce que fait Indeed est basé sur la recherche actuelle du candidat. Donc oui, il y a des CV, ça c'est pour lui faciliter la candidature s'il le souhaite, mais quasiment tous nos outils sont basés sur ce que le candidat vient de chercher. Ça ne l'empêche pas, voilà, il peut être boulanger, s'il fait une recherche pour un commercial, il verra que des jobs de commerciaux apparaître. Nous ne filtrerons pas ses résultats, c'est son choix à l'instant T. Donc c'est vrai que le CV a ses inconvénients, surtout si on rentre dans une logique d'automatisation. Il faudrait plus qu'on se base sur le comportement aujourd'hui du candidat, et on a beaucoup d'outils pour l'étudier,
et on a beaucoup de data qui permettent d'étudier ce comportement. Normalement, ce serait plus juste, ou en tout cas, ça enfermerait moins les gens dans un cercle dont ils ne pourront pas sortir jusqu'à la fin de leur carrière. Et du coup, j'ai une question complémentaire. Quid de la lettre de motivation et quid du format vidéo, par exemple? Est-ce qu'il y a une percée un jour sur ce... Parce que la vidéo, en tous les cas, pourrait permettre d'être dans le après, dans l'avenir, plus que le CV, effectivement. Oui, en suivant cette logique, c'est vrai que la lettre de motivation devrait, en quelque sorte, avoir plus d'impact que le CV. La seule raison pour laquelle elle ne marche pas, c'est quoi? Vous avez une idée de pourquoi cette lettre de motivation ne sert à rien depuis la nuit des temps? En général, c'est parce que les recruteurs n'ont pas le temps de les lire et n'ont pas envie de les lire. En revanche, si demain, les lettres de motivation sont analysées sur la base des mots-clés qu'elles comportent et sur la base de critères qui auraient été choisis par ces recruteurs pour qu'au moins on fasse le gros du boulot. On a un mélange là on a un mélange des deux avantages, à savoir on peut automatiser quelque chose et sur la base de la volonté actuelle du candidat. Donc ça, je pense que ce serait possible et que ce serait moins néfaste en tout cas que de se baser que sur le CV qui a l'inconvénient encore une fois d'enfermer les gens. Et ça récompenserait le travail des étudiants pour en avoir vu très récemment. Ils mettent beaucoup de temps à écrire leur lettre de motivation, ça leur pose beaucoup de questions et c'est vrai que là, ce que tu viens de dévoiler, le fait qu'elle ne soit pas lue, je ne leur dirai pas. Non, il faut pas encore que, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un aspect très déceptif et qui crée une frustration. Hein, c'est quelque chose d'assez fréquemment évoqué. Je sais que c'est beaucoup de personnes qu'on rencontre, recruteurs, nous l'avouent. On voit bien que dans certains cas, ils n'ont pas le temps de traiter même tous les CV qu'ils reçoivent. Donc on est dans ce paradoxe énorme. Ils font appel à nous pour avoir plus de CV. À la fois, on admet qu'on n'a pas eu le temps de tous les traiter, on n'a pas analysé d'où ils venaient exactement. La lettre de motivation, ça vient quand on a eu le luxe de faire tout ça. Éventuellement, on lit les lettres de motivation. Donc c'est certain que là, de ce point de vue, il y a un élément déceptif. C'est peut-être là que la machine peut aider au moins à faire le début du boulot. Mais dans tous les cas, ce serait déjà une nette amélioration de répondre à toutes nos candidatures. Ce serait le premier point. Une autre question? Ouais. En fait, j'ai l'impression d'entendre deux discours entre ce que vous venez de dire et ce que vous avez présenté. Je comprends bien toute la partie 3.0, sur toute la partie marque employeur, j'ai envie de dire, sur la partie vraiment donner de la visibilité aux candidats, faire de l'analyse du retour, de la communication, mais toute la partie data pour la partie recrutement. En fait, ce que vous venez de dire, c'est tout le contraire pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites qu'il y a des biais sur les CV qui viennent provoquer du déterminisme dans les candidatures, que concrètement, si aujourd'hui on part sur du 3.0 avec de l'automatisation des données, on reste dans la problématique qui est celle de les candidats, c'est des clones. Et on va chercher toujours les mêmes candidats. Du coup, est-ce que c'est ça l'avenir? Moi, je crois pas, vraiment. Je crois qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui dans les startups, en tout cas. Ce qui est certain, ce que j'essaye la piste en tout cas que j'essaye d'évoquer, c'est de dire qu'à date, on n'est absolument pas, ce serait pas sage en tout cas de libérer encore une fois ces outils parce qu'ils ne sont pas au point, dans le sens où ils ne sont pas en mesure d'écarter ces biais. Ça, c'est un fait. Et en revanche, la voie du milieu, si je puis dire, c'est que certains de ces outils, lorsqu'ils sont bien utilisés, pourraient, en tout cas peuvent d'ores et déjà commencer à faire la partie la plus chronophage en quelque sorte, qui consisterait à au moins trier et répondre aux quelques critères qu'un recruteur lui-même aurait décidé comme étant absolument, disons, éliminatoire si cette personne ne coche pas telle ou telle case. Or, à date, comme on l'a dit, on n'en est pas là, puisque malheureusement, dans pas mal de cas, on ne répond même pas à tous les candidats. Certains, leur CV n'a même pas été traité, et on rentre dans quelque chose, là encore une fois, qui est très... il y a une déception énorme de la part du candidat, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que je fais un aparté, mais la frustration numéro 1 que les candidats déclarent est la même que celle des recruteurs quand on les sonde chez Indeed, à savoir l'absence de réponse. Donc les recruteurs se plaignent tout le temps que les candidats ne répondent pas sur les bases de CV, et quand on demande aux candidats, la source numéro 1 de frustration, c'est j'ai candidaté, je n'ai pas eu de réponse. Ça répondrait au moins à cette première partie qui est de dire les machines peuvent
faire la partie la plus chronophage, mais effectivement, je suis tout à fait d'avis de la circonscrire à date, puisqu'on n'est pas capable de faire autrement sans provoquer un monde un peu dystopique où les gens seront, voilà, les candidatures vont être biaisées et tout. Donc c'est à date, c'est au recruteur de prendre la main sur la partie très humaine, qui est de dire, bah, tiens, je suis tout à fait... j'ai rencontré un profil un peu différent, que ce soit dans sa personnalité, dans sa motivation, et justement, je vais pouvoir consacrer, au lieu de passer 1 heure, je vais le schématiser comme ça, vous avez 1 heure en recrutement, en entretien d'embauche avec quelqu'un. Moi-même, qui fais des entretiens toutes les semaines, je me prends en flagrant délit de passer 45 minutes de mon entretien à poser des questions qui tournent autour des hard skills, des choses qui, dans un monde parfait, auraient dû être en quelque sorte... pas évacué, mais en tout cas que j'aurais dû presque déjà, moi, en faisant mes devoirs, et si j'avais été aidé peut-être de certains outils, être évacué avant pour consacrer 1 heure à la seule chose que je suis capable de faire véritablement, à savoir est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien? Est-ce qu'elle va s'intégrer dans cette entreprise parce qu'elle partage nos valeurs? Or, en général, en tout cas ça m'est déjà arrivé, d'ouvrir cette discussion qui pourtant est la plus intéressante quand il ne reste plus que 15 minutes à passer. Donc c'est juste ça que j'essaye de dire, c'est de dire les machines pourraient nous aider à évacuer une partie de ça, sous le contrôle d'un humain malgré tout à la fin, puisque comme on l'a dit, sinon, en tout cas aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Et surtout que nous, humains, on interagisse avec les gens sur la base de choses que les machines ne peuvent absolument pas faire, à savoir... Oui, il a un profil un petit peu différent, mais alors pourquoi est-ce que justement il a candidaté à ce job alors qu'il ne fait pas du tout ce job juste avant? C'est là où on a une vraie valeur ajoutée, et je suis archi convaincu que cette valeur ajoutée, elle va se maintenir pendant un bon moment. Oui, et pour compléter le point de la diversité qui a été abordé aussi par Muriel, c'était d'ailleurs une de vos questions, je crois. C'est vrai que la diversité, elle va venir aussi de la façon dont c'est rédigé les offres d'emploi et de l'ouverture potentielle de l'ensemble des entreprises sur des profils qui peuvent parfois sortir du fameux scope, en même temps trop hard skills, de finalement je cherche quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce secteur. J'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas cherché un travail et regardé les offres d'emploi, mais c'est vrai que le principal biais, il vient aussi de la façon dont est rédigée l'annonce et l'ouverture ou pas du poste à d'autres profils. On terminera là-dessus. Merci beaucoup.